Donc, bonjour, Amélie Lavoie, Institut de la statistique du Québec à la direction des enquêtes longitudinales et sociales. Je vous présente aujourd'hui un peu le portrait d'ensemble de l'enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans. Donc, ce que je vais vous présenter, très bref contexte, c'est les principaux objectifs de l'enquête. Ensuite de ça, je vais aborder encore là très brièvement le cadre conceptuel de la parentalité qu'on a utilisé pour cette enquête-là. On va ensuite aborder quelques aspects méthodologiques là, qui vont vous aider un peu à mieux comprendre ces aspects-là de l'enquête. Je vais ensuite aborder qu'est-ce qu'on retrouve dans le questionnaire. Dans le fond, c'est quoi les principaux thèmes qu'on couvre avec cette enquête-là. Par la suite, je vais vous présenter la façon dont j'ai construit les principaux indicateurs qu'on va retrouver et dans le rapport et dans la base de données. On va ensuite faire un tour sur les principaux faits saillants. Évidemment, je ne vous présente pas tout ce qu'il y a dans le rapport. J'en aurai pour 3 jours. Donc, j'ai vraiment sorti quelques petites statistiques très, très brèves, mais quand même, ça va vous donner une idée de ce qu'il y a dans l'enquête. Et ensuite de ça, on va parler des publications qu'on a réalisées jusqu'à maintenant et de l'accès aux données. Donc, contexte et objectif de l'enquête. L'enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans, c'est une enquête qui a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec et pour le compte d'Avenir d'enfants. Avenir d'enfants, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un organisme qui offre du soutien et de l'accompagnement aux communautés locales partout au Québec. Les communautés locales qui sont mobilisées autour du développement de l'enfant, principalement ceux qui se retrouvent dans des contextes de pauvreté. L'organisme Avenir d'enfants, c'est un partenariat entre la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec, mais ce partenariat-là est bien à échéance sous peu. Donc, l'enquête a été réalisée dans le cadre de l'initiative Perspective Parents. Cette initiative-là a été initiée par l'organisme Avenir d'enfants. En collaboration avec nous, l'Institut de la statistique du Québec pour ce qui est du volet quantitatif et aussi avec l'UQTR, Centre de recherche sur la famille, donc pour le volet qualitatif. Donc, c'est l'équipe de Carl Lacherté qui ont réalisé entre autres des groupes de discussion et le cadre conceptuel de la parentalité dont on va parler sous peu. Donc, l'objectif de Perspective Parents, c'est vraiment d'alimenter la réflexion des divers acteurs qui s'intéressent au domaine de la petite enfance, donc qui vont pouvoir mieux soutenir les parents et par conséquent le développement des enfants. Donc, ça, c'est le contexte général de l'enquête. Les principaux objectifs, l'objectif principal, c'est de documenter certains aspects de la vie des parents. Donc, on parle des pratiques parentales, le sentiment d'efficacité parentale, le sentiment de satisfaction parentale. On a le besoin d'information, l'utilisation des services, la relation avec le conjoint, le soutien social, etc. Donc, ça, c'est le principal objectif. Avec ça aussi, l'enquête vise à fournir des résultats qui sont représentatifs au niveau régional. Donc, on a 16 régions administratives au Québec. On a aussi un objectif d'avoir des données représentatives de l'expérience des mères et l'expérience des pères, et aussi des données représentatives pour les parents qui vivent en contexte de défavorisation. Donc, je le ressouligne, c'est quand même la première enquête populationnelle qui porte spécifiquement sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans et qui va aller chercher des données pour les pères. Donc, ça ne s'était jamais vu encore au Québec. Le cadre conceptuel de la parentalité, je vais très, très, très brièvement, là, si vous êtes intéressé, l'introduction qui est quand même un 8-9 pages là, dans le rapport là, qui l'aborde un peu plus. Il y a aussi le cadre conceptuel qui a été publié sur le site d'Avenir d'enfants par l'équipe de Carl Lacherté. Donc, si ça vous intéresse un peu plus de comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit, là, vous pourrez aller lire ça. Donc, pourquoi on s'intéresse à l'expérience des parents de jeunes enfants? Donc, d'abord, on sait que les premières années de vie de l'enfant sont fondamentales pour son développement. Donc, le contexte dans lequel l'enfant va évoluer, les expériences qu'il va vivre, qu'elles soient positives ou négatives, on sait que ça va influencer l'ensemble de sa vie. Donc, compte tenu de ça, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est important d'agir tôt, le plus tôt possible dans la vie des enfants. Par ailleurs, on sait aussi que les parents sont au cœur du développement de l'enfant. Donc, c'est eux les principaux acteurs dans la vie des enfants, ceux qui ont un rôle central. L'environnement qu'ils vont offrir aux enfants va influencer de façon déterminante l'ensemble des aspects de leur vie, qu'on parle de leurs habitudes, leurs goûts, leurs opinions, leurs aptitudes, leur personnalité. Et aussi, on s'intéresse au parcours scolaire souvent. Là, par exemple, on a une autre enquête sur le développement des enfants de la maternelle. Donc, on sait que ça peut avoir de l'impact sur l'ensemble de la réussite scolaire des enfants. Donc,
on a dit tantôt, importance d'agir tôt auprès des enfants. Les parents sont au cœur du développement de l'enfant, donc c'est aussi important d'agir tôt dans la vie des parents, de jeunes parents, si on veut. Donc, l'importance de les soutenir, de les valoriser dans leur rôle, qui, eux, vont être en mesure de mieux soutenir le développement de l'enfant. Donc, ça, c'est le contexte général dans lequel on s'inscrit. C'est pourquoi on s'intéresse aux parents. Oui? Ah, OK, on garde la question à la fin? OK, excuse-moi. Donc, voilà, ça, c'est pourquoi on s'intéresse aux parents. Le cadre conceptuel, on a pris le cadre conceptuel écosystémique de la parentalité qui a été développé, bien pas développé, mais si on veut, repris par le chercheur dont je vous parlais, Karl Lacherté, qui lui s'est basé sur le modèle de Belsky de la parentalité, qui l'a adapté un peu, là, qui l'a modifié. Mais c'est des modèles qu'on retrouve de plus en plus dans la littérature. On se penche de plus en plus sur la parentalité, qui est un concept multidimensionnel qui va regrouper, donc avant, on parlait plus de l'expérience des mères, c'était plus celles qui s'occupaient des enfants, mais maintenant, comme les pères sont impliqués, il y a des familles multiples, on n'est plus dans la famille intacte, des monoparentales, des recomposées, donc des homoparentales, etc. La parentalité, c'est un concept plus neutre, c'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus. Donc, c'est un concept multidimensionnel. Et ce qu'on retrouve ici, c'est au centre, on a la parentalité, trois principales composantes, donc les pratiques parentales, l'expérience parentale et les responsabilités parentales. Ça ici, la parentalité, dans le fond, c'est ce qui va avoir un impact plus direct sur le développement de l'enfant. Nous, dans l'enquête, on s'est plus intéressé à l'expérience parentale et quelques petites pratiques parentales dont on a interrogé les parents sur le sujet. Donc, ça ici, le centre, la parentalité, va être influencé par un ensemble de facteurs, tant individuels qu'environnementaux, dont on doit tenir compte pour mieux comprendre la parentalité. Donc, tu sais, vous avez tous les facteurs qui peuvent influencer ces trois principales composantes-là. On parle du milieu professionnel dans lequel les parents s'inscrivent, leurs caractéristiques personnelles, leur histoire personnelle, ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. On a évidemment les caractéristiques de l'enfant aussi qui peuvent avoir un impact sur la parentalité. Les enfants ne sont pas tous pareils, on le sait. La relation avec le conjoint, avec l'ex-conjoint, le soutien social dont on bénéficie, les services qui sont offerts aux familles qu'on utilise, etc. Donc, il peut y en avoir plusieurs comme ça. Donc, ça, c'est le cadre dans lequel on s'inscrit. Évidemment, nous, on n'aborde pas tout ça dans l'enquête. J'aurais voulu, là, au début, moi, j'étais partie pour faire un questionnaire de 4 heures, mais bon, on m'a restreint un petit peu là, pour arriver à un 25 minutes. Donc, évidemment, on n'a pas parlé de tout ça dans l'enquête, mais on est allé chercher les principaux éléments en fonction des besoins d'avenir d'enfants principalement. Donc, en ce qui concerne les aspects méthodologiques, la population visée, ce sont les parents ayant au moins un enfant de 0 à 5 ans qui vit au moins 40 dans le ménage. Donc, les parents qui ont, par exemple, leurs enfants une fin de semaine sur deux n'étaient pas dans l'enquête. Donc, il fallait au moins qu'ils aient leurs enfants en garde partagée. La base de sondage, on a utilisé le fichier du paiement de soutien aux enfants, donc qui est comme le paiement qu'on reçoit quand on a des enfants de la RRQ à l'époque, qui est maintenant Retraite Québec. Ça fait un peu drôle, là. Enfants, retraite, mais bon, c'est comme ça. Ce qui était intéressant de mentionner, c'est qu'on a aussi suréchantillonné pour avoir plus de parents qui vivent dans un contexte de défavorisation. On avait parlé, hein, Jean, je pense que c'était intéressant de vous le mentionner. Malgré qu'on avait le fichier de la RRQ de Retraite Québec, donc eux se basent sur le revenu pour donner les sous aux parents. Nous, on n'avait pas accès à ça. Donc, c'est compliqué d'avoir accès aux revenus. Donc, on n'a pas pu utiliser la variable revenu pour savoir qui sont nos parents défavorisés. Donc, nous, dans l'enquête, on va le voir plus tard, ce qu'on a pour catégoriser les ménages plus défavorisés, on a deux mesures, la mesure de faible revenu et la perception de la situation économique. On aurait bien voulu, pour suréchantillonner à la base, pouvoir utiliser la mesure de faible revenu, qui est une mesure qui prend le revenu et calcule le nombre de personnes dans le ménage. Puis là, après ça, il y a un seuil. Donc, tel revenu, tant de personnes dans le ménage, est-ce que tu es en haut ou en bas du seuil? Donc, c'est la méthode qu'on aurait voulu utiliser, mais on n'a pas accès à ça encore à l'Institut. Donc, on a dû partir du seuil de faible revenu du ministère de l'Éducation basé sur l'ancien recensement. Bon, c'est complexe, mais tout ça pour dire que si je prends mes parents suréchantillonnés, catégorisés, défavorisés,
qui est un indice géographique. Hein? Ben, je ne sais pas si, est-ce que vous êtes au courant un peu des indices de défavorisation? Donc, ça, c'est un indice géographique. Nous, on aimerait mieux un indice individuel, ce qui fait en sorte que ça ne correspond pas toujours. Donc, l'objectif à la base de ça, c'était d'avoir, l'objectif d'Avenir d'enfant, en fait, c'est d'avoir suffisamment de personnes défavorisées dans chacune des régions du Québec. Donc, au Québec, même si on utilise la mesure de faible revenu, on est correct, là, on a vraiment suffisamment d'individus. Mais au niveau des régions, présentement, on n'a pas fait les analyses spécifiquement là-dessus, mais tout ça pour vous dire que ça ne correspond pas toujours les indices géographiques et les indices individuels. Là, on a quand même une bonne marge, pas d'erreur, là, mais en tout cas, ça ne correspond pas toujours. La taille de l'échantillon. Au total, on a un N de près de 23 368 parents, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'était la taille nécessaire pour avoir des données représentatives pour la strate de défavorisés dans chacune des régions administratives du Québec. C'est une enquête multimodale, c'est-à-dire que les parents avaient la possibilité de remplir le questionnaire sur le web ou au téléphone. La collecte de données s'est déroulée du 16 janvier au 10 mai 2015. Au total, près de 15 000 questionnaires ont été remplis. Juste pour vous mentionner, c'est quand même intéressant, là, on a obtenu 70 de parents qui ont rempli sur le web. Là, on s'attendait à quelque chose comme 60 au départ, mais on en est à nos débuts à l'Institut là, au niveau des questionnaires web. Là. Donc, on a quand même eu un bon pourcentage de questionnaires remplis sur le web. Il faut quand même dire que c'est des parents de jeunes enfants, donc on peut penser qu'ils sont relativement jeunes et probablement tous branchés sur Internet. En ce qui concerne les taux de réponse, on s'attendait à la base à un taux de 60 et on a obtenu presque 66, donc 65,8 On avait aussi un objectif homme-femme, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un écart. On sait que les hommes répondent moins en général. On s'attendait à un écart de 7-8 Finalement, on a un 3 d'écart entre les hommes et les femmes, ce qui nous a quand même relativement surpris. Donc, 67 chez les femmes, 64 chez les hommes. On avait des objectifs concernant les taux pour le niveau favorisé, le niveau défavorisé. Encore là, on a atteint des taux plus élevés que ce qu'on pensait. Donc, 67 chez les parents de niveau favorisé et 62,4 chez le niveau défavorisé. On s'attendait quand même à ce que le niveau défavorisé réponde moins, mais quand même, on est satisfait des résultats. Les données, évidemment, sont validées et pondérées. Ce qui est important ici, c'est la distinction entre nos deux pondérations. Dans le fichier, on a deux pondérations. La principale, celle que j'ai le plus utilisée parce que je la trouve un peu plus facile. Donc, presque partout dans le rapport, à part dans le chapitre descriptif, c'est la pondération parent. Donc, ça te permet d'obtenir la proportion de parents qui est stressé, qui vit telle affaire, qui pense ceci, cela. Donc, ça, c'est la pondération parent, c'est celle que vous allez retrouver presque exclusivement dans le rapport. On a aussi une pondération famille qui est la proportion de familles qui. Là où je fais la distinction, c'est que la plupart, en fait, quand on prend les deux pondérations, on a souvent à quelques décimales près les mêmes chiffres. Par contre, si on prend la proportion de familles monoparentales et la proportion de parents qui vivent dans une famille monoparentale, là, on se retrouve avec un bon pourcentage d'écart. Puis ça peut compliquer, ça peut compliquer l'interprétation des résultats. Et donc, souvent, comme le reste du rapport était la perception du parent sur son sentiment à lui, sur les pratiques parentales que lui fait, on a décidé d'y aller avec la pondération parent. Par contre, quand on parle, par exemple, la proportion de familles dont le plus haut diplôme est universitaire, là, on va tenir compte des deux parents. Donc là, on va utiliser une pondération famille parce que là, on a les deux parents. Parce qu'on a des fois de l'information aussi sur le conjoint. On avait beaucoup d'informations sur le parent et on avait quelques informations sur le conjoint. Donc, quand on jumelle répondant, conjoint, conjointe, pondération famille. Sinon, on peut quand même utiliser la pondération parent, mais là, on va dire parents vivant dans une famille dont le plus haut diplôme est universitaire parmi les deux parents. Bon, c'est pas ça, là, c'était mieux écrit, mais bon, quelque chose comme ça, versus proportion de familles dont le plus haut diplôme est universitaire. Donc, c'est juste dans la façon d'écrire, c'est important. Donc, voilà les deux pondérations qu'on a dans le fichier.
Autre chose importante, la Fondation Chagnon a aimé ça utiliser nos données pour dire la proportion de parents. Par exemple, on a certaines caractéristiques des enfants. On n'en a pas beaucoup, mais on a l'âge, on a le sexe et on a les enfants qui ont certaines difficultés, par exemple, des problèmes de santé, troubles du langage, maladies chroniques, etc. Mais on ne peut pas dire X% d'enfants ont. On n'a pas de proportion enfants dans l'enquête. C'est une enquête sur les parents. Donc, ça, on peut pas aller là parce qu'on n'a pas sélectionné un enfant dans les ménages. Par conséquent, l'enquête s'adresse aux parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans, mais c'est dans la perspective que c'est leur expérience. Et leur expérience, on peut penser que même s'il y en a un enfant de 0 à 5 ans, puis il y en a un de 6 ans, ben, l'enfant de 6 ans, il n'existe pas parce qu'on s'intéresse aux enfants de 0 à 5 ans. Là, il existe quand même, ça fait partie de ton expérience. Donc, on n'a pas de proportion enfant dans l'enquête. C'est des poids bootstrap qui ont été utilisés dans l'estimation de la variance et dans les tests statistiques. Et les différences entre les proportions sont statistiquement significatives au seuil de 5 %. Donc, ça, c'était pour les considérations méthodologiques. Donc, quels sont les thèmes qu'on a étudiés dans l'enquête? Donc, les thèmes qu'on retrouve dans le questionnaire. Il y a environ 150 questions qui ont été réparties dans 7 grandes sections. La première section, c'était le besoin en information. Donc, on est allé interroger les parents sur les sujets dont ils ont eu besoin depuis qu'ils sont parents. Pourquoi depuis qu'ils sont parents? Ben, c'est parce qu'on avait l'allaitement, l'accouchement et tout ça. Bien, il y en a qui, leurs enfants ont 5 ans. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est dans la période de la petite enfance, c'est quoi les sujets qui intéressent les parents? Donc, les sujets d'information, on demandait s'ils savent où trouver l'information quand ils en ont besoin et quelles sources d'informations qu'ils ont utilisées au cours des 12 derniers mois. La deuxième section porte sur le sentiment de compétence parentale. Donc, c'est une échelle qu'on a utilisée, qui est largement utilisée depuis 1978. Mais moi, 1978, je trouvais ça un petit peu vieux, fait que je l'ai rajeuni. Donc, on est parti de 18 thèmes, on en a maintenant 12 et on a aussi, je crois, amélioré le libellé des questions. C'est présentement à l'étude justement par le chercheur dont je vous parlais, Carla Charité, qui regarde, parce que cette échelle-là, à la base, a fait l'objet de plusieurs analyses factorielles. Et là, lui, refait des analyses pour voir qu'est-ce qu'il y en est avec cette échelle-là. Donc, français, anglais en plus, qui trouve intéressant. Donc, voir si elle tient la route encore de cette façon-là. Donc, ça, c'est à suivre. Là. Vous pourrez peut-être voir éventuellement sur le site d'Avenir d'enfants, il devrait publier ça au courant de l'automne, si je me souviens bien. Troisième section, c'est une grosse section. On demande aux parents qu'est-ce qu'ils font dans la vie, donc comme occupation principale. Ensuite de ça, on s'intéresse aux parents qui vont travailler, donc certaines caractéristiques de leur emploi, le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine, est-ce qu'ils ont un horaire de travail atypique, est-ce qu'ils ont des mesures de conciliation travail-famille dans leur milieu de travail. On va aussi poser quelques questions sur le travail du conjoint pour ceux dont le conjoint travaille. On a aussi des questions sur le stress lié aux obligations familiales et extrafamiliales, stress lié au comportement de l'enfant, la pression qu'ils vont ressentir d'eux-mêmes et d'autres sources, le conjoint, les amis, les collègues, les médias, etc. On a aussi la perception de la situation économique et, comme je vous parlais tout à l'heure, la présence d'enfants au sein de la famille. Ça peut être un des enfants de la famille. Malheureusement, on aurait aimé ça préciser pour chacun des enfants. Est-ce que c'est les enfants de 0 à 5 ans? Quel âge ils ont? On demandait aux parents, est-ce que dans votre famille, il y a au moins un enfant qui a tel problème de santé ou de développement? Donc, ça nous permettait quand même de saisir un élément qui peut être quand même stressant. Les parents, peu importe l'âge de l'enfant, même si c'est celui de 6 ans, on peut penser que ça a un impact sur la façon dont il va aborder sa parentalité avec son enfant de 0 à 5 ans. Donc, bien qu'on aurait aimé ça plus de précision, on a quand même cette donnée-là. La quatrième section, c'est sur le soutien. Donc, d'abord, on avait le soutien du conjoint ou de la conjointe, donc soutien émotif, soutien informationnel, soutien concret. Et aussi, on avait des données sur le soutien offert par l'entourage. La cinquième section, la section préférée d'Avenir d'enfants, la section sur les services qui sont offerts aux familles. Donc, on avait quelques questions sur les services et soins prénataux, donc médecins de famille, services d'allaitement, les cours prénataux. On avait aussi des questions sur la fréquentation de certains lieux publics et l'utilisation de certains services qui sont offerts aux familles et les lieux dans lesquels sont utilisés ces services-là. Et enfin, on avait quelques questions sur les obstacles qui peuvent limiter l'utilisation des services.
La 6e section, les pratiques parentales. On a quelques questions sur les pratiques parentales positives, les pratiques parentales coercitives et aussi on a quelques questions sur l'âge auquel les parents ont commencé à lire, chanter et jouer avec leurs enfants. Donc, l'objectif d'Avenir d'enfant, c'était de cerner la problématique agir tôt qui est archi difficile à transposer en question, surtout qu'on a des parents qui ont des enfants plus vieux. Donc, il y en a qui ont des bébés, mais il y en a qui ont 5 ans. Donc, bon, il y a un biais de mémoire qui peut entrer en ligne de compte, mais c'est vraiment une thématique difficile à cerner, mais qu'Avenir d'enfant voulait quand même explorer. Vous ne la retrouverez pas, cette thématique-là, dans le rapport. Je ne sais pas encore quoi en faire. Fait que j'ai pas, genre, on ne l'a pas abordé. La 6e, la 7e section, c'est les caractéristiques socio-démographiques. Donc, on a la scolarité, le lieu de naissance, le revenu. On a aussi le type de famille, mais bon, ça, il n'est pas dans la 7e section, mais c'est quand même une caractéristique socio-démographique. Nombre d'enfants, etc. Indicateurs. Les indicateurs, je vous l'aborde de cette façon-là. J'ai créé 4 types d'indicateurs. Je ne vous les présente pas tous, je vais plus vous donner la façon dont sont construits ces 4 indicateurs-là et donner un exemple ou 2 s'il y a lieu. Parce que dans le fond, il y a 4 façons que j'ai procédé, puis ça peut aider à comprendre un peu si vous utilisez les données. Donc, les questions simples, ben, c'est simple, c'est une question. Donc, c'est juste une seule question. On a soit regroupé les choix selon les questions ou pas. Donc, on prend les catégories brutes, par exemple, une échelle en 4 points. Des exemples qui reviennent souvent dans le rapport, donc qu'on utilise beaucoup, ce sont les pratiques parentales. Donc, on a deux questions qui reviennent partout dans le rapport. C'est la fréquence à laquelle les parents ont crié, élevé la voix ou se sont mis en colère contre leurs enfants de 0 à 5 ans au cours des 2 dernières semaines. Pratique parentale positive, la fréquence à laquelle les parents ont lu ou raconté une histoire à leurs enfants au cours des 2 dernières semaines également. Donc là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé pour avoir on avait 5 choix de réponse. On a regroupé ceux qui lisent au moins une fois par jour, donc quotidiennement. Donc, c'est eux qu'on voulait regarder, entre autres. Deuxième façon de construire les indicateurs, ma façon que j'aime le moins, j'ai évité le plus possible, mais je n'ai pas eu le choix pour ces 2 indicateurs-là. Donc, un indicateur relatif, donc c'est un indicateur qui est composé de plusieurs questions. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un score moyen. Comment on calcule le score moyen? Bien, on prend la somme des réponses selon l'échelle. Ici, dans ce cas-ci, on avait une échelle en 6 points qui allait de tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord. Donc, exemple, parce que les deux étaient inversés, là, mais 1 égale tout à fait d'accord, tout à fait en désaccord, 6 égale tout à fait d'accord. Exemple. Et donc là, on faisait la somme des réponses qu'on divise par les questions auxquelles les répondants ont répondu, ce qui nous donne le score moyen, donc le score total divisé par le nombre de questions pour avoir un score moyen. Et ensuite de ça, avec la distribution des scores, je n'ai pu faire d'autre chose que de les diviser en quintiles. Je mets quintiles parce qu'on les a divisés en qui se rapprochait le plus de 20 %. Donc, mettons, appelons ça des quintiles pour faire simple. Donc, pourquoi j'aime pas ça? Je vais vous le dire, je me confie. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas on ne sait pas à quoi ça fait référence en termes d'indicateurs bruts. C'est intéressant quand on le compare, hein, quand des hommes versus les femmes, les pauvres versus les riches, ceux qui parlent français versus ceux qui ne parlent pas français. Donc, ça, c'est intéressant, mais en soi, comme ça ne nous donne pas d'indication. Est-ce que les parents se sentent efficaces ou pas efficaces? Est-ce que les parents se sentent satisfaits, pas satisfaits? Ce qu'on s'est retrouvé ici, c'est que nos parents de jeunes enfants, ils se sentent vraiment hot, OK? Parce que ils étaient tous vers le haut. Donc, j'étais pas capable de faire une distribution qui avait du bon sens au niveau minimalement théorique, là. Donc, je crois, si je me souviens bien, mon quintile inférieur, je pense qu'il y avait un score moyen de 4 sur 6. Donc, tu sais, c'est pas ce qu'on appelle un faible sentiment d'efficacité parentale de façon plus objective. Donc, il fallait y aller en disant c'est les parents dont le sentiment d'efficacité est plus faible par rapport aux autres. Donc, c'est plus compliqué un peu à comprendre, mais je n'avais pas le choix. Je l'ai tourné de 8 façons et je n'ai pas réussi à le présenter d'autres façons qu'en indicateur relatif. Donc, ça, c'est pour ceux-là. Donc, efficacité parentale, satisfaction parentale.
Ensuite de ça, j'ai pas trouvé d'autres titres plus sexy. L'appeler score moyen en catégorie. Donc, c'est la même façon au départ. Donc, c'est un indicateur qui va être composé de plusieurs questions. On a un score moyen, même façon de calculer le score moyen. Donc, on a l'échelle, on calcule le score total, on divise par le nombre de questions, on arrive à un score moyen. Mais au lieu de faire un indicateur relatif et de le séparer en quintiles, j'y suis allée plus théoriquement et non pas basé sur la littérature des 150 dernières années. Je sais. Mais on est allé plus en fonction des choix qu'on retrouvait dans l'échelle. Je vous explique. On avait le besoin d'information, une vingtaine de questions sur différents sujets, donc l'allaitement, la sécurité, les problèmes de comportement, le développement affectif. Bon, 20 questions sur avez-vous eu beaucoup, assez, peu, pas du tout besoin d'information. Donc, 1 égale pas du tout besoin, 4 égale beaucoup. On a le score moyen. Donc, on a divisé les catégories de cette façon. Donc, quand le score moyen est de 1 à 2, on a dit que c'est un besoin faible. 2, si on se fie à l'échelle, et c'est le choix peu. Fait que, on se disait, bon, ça fait quand même sens. Plus de 3, 3, si on se refait à l'échelle, assez. Donc, mais c'est plus que assez en score moyen. Donc, on a divisé l'échelle de cette façon-là. Je suis quand même allée, tu sais, c'est un peu professionnel. Je suis allée voir à quoi ça faisait référence quand je regardais les choix, qu'est-ce que les gens avaient mis. Évidemment, les gens qui se retrouvent dans le besoin élevé, des fois, peuvent avoir dit pas du tout besoin d'information, mais ils ont le droit, là. Mais tu sais, c'est quand même, on voyait que c'était des gens qui avaient dit souvent et assez régulièrement. Et même chose au niveau du besoin faible, on a quand même fait des petites vérifications. Ce qui permet de quand même d'avoir une mesure du niveau de besoin d'information. Si j'étais allé à un indicateur relatif, j'aurais dit 20 partout. Tu sais, toutes mes catégories, ça aurait été du 20 Alors que là, on le verra plus loin un peu, on sait qui a besoin d'informations. En fait, la proportion de parents qui ont beaucoup besoin d'informations. Et le pourquoi aussi, on va le voir tout à l'heure, c'est que j'avais mon besoin total d'information. J'ai aussi 2 sous-indicateurs, 2 sous-dimensions, donc le besoin d'information sur la santé, besoin d'information sur les aspects socio-affectifs. Et en séparant comme ça, bien là, je vois, oh, les gens ont plus besoin d'informations sur la santé, moins sur le socio-affectif. Si j'avais fait des quintiles, j'aurais eu 20-20. C'est de l'information que j'aurais pas pu avoir. C'est sûr qu'on ne dit pas c'est la vérité infuse, puis c'est fini, puis non. On sait que cet indicateur-là a des limites, mais apporte quand même de l'information différente de ce qu'on n'a pas dans un indicateur relatif. Dernière façon de faire les indicateurs, encore là, c'est un indicateur composé de plusieurs questions. Ce qu'on a fait ici, plutôt que d'un score moyen, on s'intéressait à un phénomène, une situation. Je pense que la plupart du temps, on avait une échelle de fréquence. Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. On se disait, le nombre de fois que les parents disent souvent, toujours, donc fréquemment. On calcule ensuite le nombre d'items, on divisait le nombre en catégories. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Disponibilité du soutien de l'entourage. On demandait aux parents, à quelle fréquence pouvez-vous compter sur les différentes sources de soutien suivantes? On avait 5 sources. Vos parents, les parents de votre conjoint, amis, famille, amis, collègues, autres membres de la famille et vos voisins. Donc, 5 sources différentes. Et là, on demandait jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Et là, on se disait, on veut avoir les parents qui peuvent jamais compter sur aucune de ces sources-là, souvent ou toujours. Donc, il n'y en a même pas une source sur laquelle ils peuvent fréquemment compter. Donc, on a regroupé les choix souvent toujours et on a calculé le nombre de sources de soutien sur lesquelles ils pouvaient fréquemment compter, ce qui nous donne de 0 à 5 sources. On a divisé ça en 4 catégories bon, on aurait pu le laisser en 5 catégories, mais on l'a divisé en 4 catégories dans le rapport. Parfois même, je le mets en 3 catégories parce qu'il n'y a pas trop de, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas trop de différence entre aucune et une source de soutien. Souvent, ils vont se comporter de la même façon quand on croise avec d'autres indicateurs. Donc, nos parents qui sont moins soutenus, si on veut, vont être les parents qui peuvent compter sur aucune source de soutien fréquemment disponible. Donc, tout au plus, ils ont mentionné parfois à certaines des sources. Non, mais il n'y a aucune source sur laquelle ils peuvent compter souvent ou toujours. Et on a des parents qui peuvent compter sur 4 ou 5 sources de soutien, donc sont chanceux. Donc, voilà la façon dont est construit le quatrième type d'indicateur.
On en a d'autres, le soutien du conjoint qui est construit comme ça, la pression sociale ressentie, le niveau de conflit travail-famille, le stress. Et aussi, on va avoir le nombre d'activités et le nombre d'obstacles. Ça, c'est tout simplement un nombre. Dans le fond, là, il y a 8 obstacles. Ben, c'est combien d'obstacles? C'est moins complexe un petit peu, mais quand même procédé. Donc, quelques faits saillants. Ben, il y en a beaucoup, mais comme je vous dis, je ne les ai pas toutes présentées, même si ça a l'air bien long. Donc, je vais vous décrire d'abord la population. Donc, 53 de pères, de mères, 47 de pères. Vous vous rappelez au début, je vous ai donné les taux de réponse. Donc, l'écart ici s'explique de un parce que les pères ont un peu moins répondu, mais comme ce n'était pas catastrophique, ça s'explique aussi par le fait qu'on a quand même des familles monoparentales dans l'enquête et 80 des familles monoparentales ont comme chef une femme. Donc, ce qui explique l'écart entre les hommes et les femmes. On a 75 des parents qui sont nés au Canada, donc un parent sur 4 qui est né à l'extérieur du Canada. Évidemment, cette donnée-là est intéressante par région. Donc, Montréal et Laval, là, on a des taux, même Montréal, je pense que c'est près de 60 quelque chose comme ça, qui sont nés à l'extérieur du Canada, 55. Laval, c'est quelque chose comme 45. Bon, ailleurs en région, on est en bas de 5 là, pratiquement partout, peut-être à part Montérégie. Donc, ça, c'est la donnée globale, là, mais c'est vraiment une donnée intéressante au niveau régional. Plus haut niveau de diplôme obtenu, donc les parents qui n'ont aucun diplôme, donc même pas un DES ou un DEP, donc 9 et quand même 41 ont un diplôme universitaire. On est allé chercher ceux qui ont un diplôme premier cycle versus deuxième et troisième cycle, mais là, je ne vous le présente pas, mais c'est quand même une bonne proportion de parents qui ont un diplôme universitaire. Structure familiale, je vous en parlais tout à l'heure, donc 8 de familles monoparentales, 80 sont des femmes. Famille intacte, 81 10 pour les familles recomposées. Si vous êtes habitué avec ces chiffres-là, c'est plus faible, évidemment, que dans la population générale. On parle de parents qui ont des jeunes enfants. Donc, oui, ça se sépare, mais ça va se séparer au fil du temps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes proportions que quand on est dans une population générale. Plus faible proportion de familles monoparentales et recomposées. Nombre d'enfants, donc 30 des parents ont un seul enfant. Donc, automatiquement, c'est un enfant de 0 à 5 ans. 45 ont 2 enfants, 25 ont 3 enfants ou plus. Si je me souviens bien, 57 des parents de notre enquête ont seulement des enfants de 0 à 5 ans. Donc, il y a quand même un 44 de parents qui ont aussi des enfants plus vieux, donc 6 ans et plus. On a même vu des 18 ans, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Mesure de faible revenu, 24 sont dans un ménage considéré à faible revenu selon la mesure de faible revenu, la MFR dont je vous parlais tout à l'heure. 24 des parents considèrent le revenu insuffisant. Je vous fais une petite parenthèse ici. On se dit, ah, c'est le fun, 24, ça marche. Non, 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 ça ne marche pas pantoute. Parce que, non, c'est pas vrai, c'est pas ça ne marche pas pantoute, mais on a croisé les deux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sont dans faible revenu, qui considèrent le revenu insuffisant et vice-versa. Là, je vais le lire parce que je me souviens, c'est un peu mélangeant. Là. Donc, la moitié des parents qui vivent dans un ménage à faible revenu perçoivent le revenu comme insuffisant. C'est donc dire que 50 des parents qui sont dans un ménage à faible revenu, selon la mesure objective, perçoivent le revenu suffisant. Et là, je vais vous encore confier mes préférences. J'ai des collègues qui aiment beaucoup la mesure objective. Moi, j'aime beaucoup la mesure subjective parce que je considère qu'elle, puis on va le voir un peu plus tard, on dirait qu'elle correspond plus à ce qu'on retrouve généralement dans la littérature. Et j'avais des collègues qui avaient écrit justement là-dessus. Donc, la mesure de faible revenu, c'est revenu par rapport au nombre de personnes dans le ménage. Mais est-ce que la famille est endettée? Est-ce que la famille reçoit du soutien financier de sa famille? Est-ce que c'est quoi ses besoins? Est-ce que c'est des gens qui sont très dépensés? Bon, on ne sait pas tout ça dans cette mesure-là. La perception de la situation économique, oui, je suis d'accord, c'est une perception, mais souvent les gens vont prendre en compte ce genre de facteurs-là. Donc, dette d'études versus pas dette d'études, dette de voiture, de maison, etc. Donc, et la question était en plus, c'était pas une question générale qu'on retrouve dans la plupart des enquêtes, c'était comment percevez-vous vos revenus pour répondre aux besoins de base de votre famille, donc alimentation, habillement et logement. Donc, petite parenthèse, on va le voir tantôt, des fois c'est intéressant, on a même entre autres, en fait, presque exclusivement, mais sur l'expérience parentale, ça se comporte complètement différemment.
C'est intéressant. En fait, non, c'est pas vrai, je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous le dis, je vous le redirai, puis vous me poserez la question au pire si j'oublie. Donc, ça, c'est quand même, c'est pour ça on a traîné les 2 mesures dans l'enquête, en fait, parce qu'on aurait pu en prendre seulement une, mais moi, je trouvais ça intéressant de présenter les 2 facettes. Pratique parentale, avoir lu ou raconté des histoires, 41 des parents ont lu quotidiennement une histoire à leurs enfants de 0 à 5 ans au cours des 2 semaines précédant l'enquête. Un parent sur 2 ont chanté quotidiennement des chansons ou des comptines à leurs enfants de 0 à 5 ans au cours des 2 semaines précédant l'enquête et 80 des enfants ont joué quotidiennement avec leurs enfants de 0 à 5 ans au cours des 2 semaines précédant l'enquête. Pratique parentale coercitive. 14 des parents disent avoir crié, élevé la voix ou s'être mis en colère au moins une fois par jour contre leurs enfants de 0 à 5 ans. Ça, c'est sorti dans le Journal de Montréal qui m'a valu 4 entrevues de gens scandalisés parce qu'on disait qu'au Saguenay puis à Chaudière-Appalaches, ils criaient donc bien parce qu'il y avait 2 d'écart, mais il était significatif. Fait que là, bon, vous savez, c'est quoi des fois les articles de journaux, là, c'était le scandale. Donc, 14 On parle aussi d'élever la voix. Hein. Moi, j'ai relativisé un peu. Là. On ne parle pas de battre ses enfants à coups de batte de baseball. Fait que fallait relativiser un peu tout ça. 5,5 des parents disent avoir perdu patience quotidiennement contre leurs enfants lorsque leurs enfants demandaient de l'attention. Donc, ce n'est pas perdre patience en général, c'est quand l'enfant demande de l'attention. Donc, ça, c'est pour les pratiques parentales. On n'en a pas beaucoup, on aurait aimé ça d'en avoir plus, mais bon, il fallait faire des choix. Et ça reste plutôt difficile de poser des questions sur les pratiques parentales. Vous comprendrez que c'est difficile pour les parents de se dire qu'ils ne sont pas bons. Hein? Fait que, bon, c'est intéressant, mais ça aurait été intéressant d'en avoir plus. Des fois, bon, il y a d'autres méthodes de recherche qui permettent d'avoir d'autres types de données. Donc, pour l'instant, on n'en a que 5. Peut-être dans un prochain passage de l'enquête, on va y aller pour un petit peu plus. Mais ça reste toujours des thématiques qui ne sont pas si faciles que ça à aborder dans des enquêtes populationnelles. Indicateur de stress, donc si quand on revient à la façon de construire les indicateurs, donc on avait 5 situations potentiellement stressantes. Avoir l'impression de courir toute la journée, mon enfant me cause beaucoup de stress, etc. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'est que les parents qui mentionnent nos parents les plus stressés, c'est les parents qui disent vivre 4 ou 5 situations de stress fréquents. Donc là, on considérait que c'est nos parents les plus stressés. 16 des parents vivent 4 ou 5 situations de stress fréquents, alors qu'un parent sur 4 environ, il n'y en a aucune situation où ils vont mentionner souvent ou toujours. Pression auto-imposée, c'est une seule question où on demandait est-ce que vous vous imposez beaucoup de pression vous-même comme parent concernant la façon dont vous vous occupez de vos enfants? Donc, c'est quand même un parent sur 5 qui dit s'imposer beaucoup de pression. 36 disent ne pas s'en imposer du tout. Comme je vous parlais tout à l'heure, je n'ai pas de données ordinaires sur le sentiment d'efficacité parentale, le sentiment de satisfaction parentale, c'est 20, 20, 20, 20, 20. Donc, ça ne dit pas grand-chose. Dans le fond, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu ça. Les parents, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que les parents ont un très fort sentiment d'efficacité parentale en général. Quand on regarde la distribution des scores moyens, là, comme je vous disais, il n'y a pas grand monde dans le 2 puis 3 sur 6. C'est vraiment nos faibles, là, ils ont quand même un score moyen assez élevé. Ce que je peux vous dire, par contre, je pense que je l'avais fait un petit encadré dans le rapport, c'est que quand on regarde la distribution des scores, on voit que les parents se sentent plus efficaces que satisfaits. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, là, mais on peut penser que les parents, quand on leur demande s'ils se sentent efficaces, oui, satisfaits, quand même, relativement, ils sont satisfaits, mais il y a une petite coche en dessous. Fait que, il y a un petit élément intéressant à ce niveau-là qu'on ne peut pas voir par les chiffres d'un indicateur relatif. Le besoin d'information. Je vous parlais tout à l'heure de 3 indicateurs qu'on a formés. Donc, le premier qui était un indicateur avec pratiquement l'ensemble des 19, je pense qu'on avait 18 questions finalement qui composent cet indicateur-là. Donc, c'est un indicateur, un score moyen, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on a réparti en fonction de seuils qu'on a fixés. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un parent sur 4 a un besoin élevé en information, le besoin d'information générale. Quand on va sur le besoin d'information sur la santé,
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Grossesse, allaitement, alimentation, le sommeil, les siestes, la propreté, les maladies et les soins, le développement physique et la croissance. Donc là, 38,5 des parents ont un besoin élevé. Pour ce qui est des aspects plus socio-affectifs, donc la sécurité des enfants, les problèmes de comportement, la discipline, la relation entre les frères et sœurs, la relation avec les amis, le lien d'attachement avec les parents, les émotions des enfants. Donc là, 17 des parents disent avoir un besoin élevé. En fait, on considère que 17 des parents ont un besoin élevé en information. Et là, on voit quand même, ce qui est intéressant d'avoir séparé l'indicateur comme ça, c'est qu'on voit 38 versus 17. C'est quand même intéressant. On voit que pour nos partenaires, en tout cas, ça suscite des questions. On en a parlé, on a fait une présentation au JASP en novembre et on avait des intervenants en petite enfance. C'est des questionnements qu'on peut se poser en ayant ces informations-là. Pourquoi les parents, c'est plus la santé et les soins? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'informations? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby plus santé? Est-ce parce que les parents ne sont pas intéressés, moins intéressés? Si oui, pourquoi? Comment aller les chercher? Donc, c'est ce qui est intéressant pour les partenaires de ce genre d'informations-là. Dans la section besoins d'information aussi, on avait des questions sur les sources d'information, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, on demandait aux parents à quelle fréquence ils savent où trouver l'information quand ils en ont besoin, ce qui est quand même important pour les parents, pour les acteurs qui donnent des services aux parents. Donc, on parle, entre autres, des besoins non comblés. Donc, les parents qui ont besoin d'informations puis qui ne savent pas où la trouver, ben, ils peuvent aller axer sur ces parents-là pour aller les chercher. Donc, la fréquence, jamais, rarement. Donc, c'est seulement 6 des parents qui disent savoir jamais ou rarement trouver l'information. 18 presque 19 qui savent parfois trouver l'information. J'ai combiné les deux pour mentionner, dans le fond, il y a un parent sur 4 qui ont certains besoins non comblés en information, qui est quand même pas rien. Donc, quand ils ont besoin d'informations, ils ne la trouvent pas souvent ou toujours. Donc, c'est le genre d'information qui peut servir aux partenaires là, pour se poser des questions, savoir comment faire pour aller rejoindre ces parents-là. Ensuite de ça, on leur a demandé aussi quelles sources d'informations. Ça peut être intéressant aussi de savoir, par exemple, si on axe tout sur le web, mais finalement, il y a encore beaucoup de parents qui vont aller chercher dans les brochures. Bon, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations-là. Là, je les ai mis en ordre, là, mais il n'y a pas de test entre c'est juste pour faire plus beau. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est nécessairement plus élevé parce qu'ils sont en ordre. Donc, site web spécialisé et famille, on a environ 38 39 des parents qui disent consulter souvent ces sources-là quand ils ont besoin d'informations. Quand même, un parent sur 3 livres, brochures ou revues. Donc, malgré le web, il y a quand même le format papier quand même assez populaire encore. Les professionnels de la santé et intervenants sociaux, c'est un parent sur 4. Amis ou collègues, aussi à peu près un parent sur 4. Personnel éducateur et personnel enseignant, 17 On avait une question sur les lignes téléphoniques, donc un peu moins de 10 et les réseaux sociaux, forums de discussion en ligne. On aurait pensé que ça aurait été un peu plus peut-être, mais 8 Donc ça, c'est les sources d'information. Ensuite de ça, on a un chapitre sur la relation avec le conjoint ou la conjointe. Donc, on avait trois formes de soutien du conjoint et de la conjointe. Donc, mon conjoint m'encourage et me rassure. Là, ici, j'ai juste mis la proportion de parents qui disent souvent ou toujours. Donc, les parents qui vont dire que leur conjoint ou conjointe leur donne un bon soutien. Donc, puis je voulais mettre la différence homme-femme parce que c'est intéressant. Donc, mon conjoint m'encourage et me rassure. 66 On a une petite différence entre les hommes et les femmes, là, mais bon, moi, je ne saute pas au plafond. Là. Il y a 4 d'écart. Mais il y a quand même une différence parce qu'on a un énorme N. Un petit peu plus élevé chez les mères. Mon conjoint me donne de bons conseils, de bonnes informations. Donc, c'est drôle, hein? Oui, c'est ça. C'est 67 chez les pères, 48 chez les mères. Donc, les mères vont dire moins souvent que leur conjoint leur donne des bonnes informations, des bons conseils concernant leur rôle de parent. Et je m'entends avec mon conjoint sur la façon d'intervenir auprès des enfants. Donc, c'est quand même une proportion très élevée, là, même s'il y a un petit écart, là, ça tourne autour de 85 Donc, les gens s'entendent bien avec leur conjoint ou conjointe.
Bon, là, on peut se demander, c'était rempli sur le web, le conjoint était à côté. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça aurait pu biaiser les informations, mais bon, on voit que les parents de 0 à 5 ans, visiblement, ne sont pas séparés. C'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est pour ça. Donc, on a fait un indicateur avec ça. Donc, la troisième façon de construire les indicateurs. Donc, le nombre de formes de soutien que les parents ont mis souvent ou toujours. Donc, on a seulement 8 des parents qui ont jamais mentionné souvent ou toujours. Donc, au pire, on dit parfois. Fait qu'ils s'entendent parfois que leur conjoint, parfois, ils reçoivent la bonne information, puis parfois, donc, 8 des gens se retrouvent dans cette catégorie-là. Et presque la moitié des parents vont avoir dit souvent ou toujours aux 3 formes. C'est quand même une bonne nouvelle du point de vue des relations de couple. Suite de ça, on avait des questions sur le partage des tâches. Je vous les mets parce que c'est quand même des questions qui sont dont on parle souvent, puis je pense qu'ils reviennent souvent, puis j'en ai fait une publication, pas juste sur ça, mais dans ma dernière publication sur la conciliation travail-famille, dans le cadre du colloque, j'avais fait une affiche aussi, puis bon, on en avait parlé encore beaucoup, puis ça reste des données quand même relativement intéressantes, bien que c'est une question de satisfaction là, qui peut être mesurée par d'autres façons. C'était 2 questions. Êtes-vous satisfait du partage des tâches domestiques? Êtes-vous satisfait du partage des tâches liées aux soins et à l'éducation des enfants? Sans très grande surprise, les hommes sont plus satisfaits que les femmes du partage des tâches, que ce soit domestique ou liées aux soins et à l'éducation des enfants. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des partages domestiques, il y a un petit. Ça crunch encore plus. Donc, il y a une différence entre les hommes et les femmes des 2 côtés, mais au niveau des tâches domestiques, l'écart est un petit peu plus élevé. Là. On sent que les femmes sont encore plus insatisfaites là, du côté du partage des tâches domestiques. Je fais une petite parenthèse. Dans le cadre de cette affiche-là dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai présentée dans le colloque sur la conciliation travail-famille, j'avais pris aussi seulement les familles biparentales dont les 2 parents travaillent. C'est parce que des fois, bon, il y a plus de mères à la maison. Donc là, je m'étais dit, prenons 2 parents. Les 2 travaillent, donc même contexte. Et j'avais pris la satisfaction, les 2 types de satisfaction. Si vous voulez, là, après, là, je l'ai. En fait, on a mis la fiche en petit dépliant. Je vous le montrerai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai fait un petit indicateur. Si la mère travaille plus d'heures, si le père travaille plus d'heures et si les 2 parents travaillent environ le même nombre d'heures par semaine, je pense que j'avais moins de 2,5 heures d'écart entre les deux, on considérait que c'était à peu près le même temps de travail par semaine. Et donc, peu importe que ce soit la mère qui travaille plus, le père qui travaille plus ou qui travaille à peu près pareil, pas de différence, les mères sont tout le temps plus insatisfaites que les hommes. J'ai aussi pris mon indicateur que j'ai créé dans cette enquête-là sur le conflit travail-famille. Et donc, peu importe le niveau de conflit travail-famille, les mères sont toujours plus insatisfaites que les pères, et ça pour les 2 indicateurs. Petite parenthèse, si vous êtes intéressé, je lis mon petit dépliant tout à l'heure, si vous êtes intéressé. Donc, ça, c'était pour la relation avec le conjoint. On avait aussi des questions sur la proportion de parents qui ressentent que leur conjoint les critique. Et là, c'est intéressant. Il leur met de la pression. En tout, je pense qu'on a 6 ou 7 sources de pression. Donc, soi-même, son conjoint, son ex-conjoint, sa famille, ses amis, ses collègues, les médias. Et dans tous les cas, les mères disent ressentir plus de pression de 3 petits points. Il y a une seule exception où les hommes se démarquent des femmes dans une proportion plus élevée, c'est les hommes vont mentionner ressentir plus de pression de leur conjoint que les mères ressentent de pression de leur conjoint. Donc, petite parenthèse. Réseau social des parents. Donc, c'est l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous avais donné comme exemple pour ce qui est la deuxième façon de construire les indicateurs. Donc, la disponibilité du soutien de l'entourage. Une autre petite parenthèse, il y a différentes façons d'aller mesurer le soutien de l'entourage. Donc, on peut avoir la satisfaction. Es-tu satisfait du soutien que tu as reçu, etc. Nous, on est allé sur la disponibilité et non pas sur qu'est-ce qu'il y en est dans les faits. Est-ce que tu en reçois, la quantité de soutien que tu reçois, même si ça reste une perception. On est plus allé, si tu as besoin d'aide, est-ce que tu peux compter sur des gens dans ton entourage? Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que même si c'est hypothétique,
idéalement, on pose toutes ces questions-là, mais encore là, il faut faire des choix. Donc, quand on a un choix à faire, la disponibilité serait la meilleure mesure parce que c'est ce qui serait un facteur de protection plus grand dans le sens que, tu sais, ça se peut qu'il t'arrive jamais rien, mais tu sais, juste le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, ça, tu sais, tu te sens à l'aise, si on veut, tu te dis, ben, je vais être correct. S'il m'arrive quelque chose, je vais être correct. Donc, c'est pour ça que cette mesure-là reste intéressante. Donc, on avait 5 types de sources de soutien dans l'enquête. Donc, ses propres parents. Pour les parents qui sont en famille biparentale, donc intacte ou recomposée, on avait les parents de votre conjoint ou de votre conjointe. On avait les autres membres de la famille, les amis, collègues et les voisins. Donc là, comme je vous expliquais, donc les parents qui ont aucune source de soutien, c'est quand même là, près d'un parent sur 5 qui disent pouvoir compter sur aucune source de soutien fréquemment disponible, donc souvent ou toujours. 22,5 une seule source. Combiné ensemble, là, ça fait quand même pas mal de parents dont l'entourage, là, c'est pas le. Il manque un petit élément ici. 29 des parents disent pouvoir compter fréquemment sur 4 ou 5 sources de soutien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Pression sociale ressentie. Donc, ici, étonnamment, on pense tout le temps que les parents, tu sais, on dit tout le temps, les parents, ils ressentent donc bien de la pression. Des fois, on voit des vox pop à la télé. Ah, le monde me met bien de la pression comme parent. Fait qu'on on s'est dit, on va aller interroger les parents. Et étonnamment, j'avais très peu de parents qui m'ont dit qu'ils ressentaient beaucoup de pression, des sources de soutien. À part eux-mêmes, on l'a vu tantôt, là, un parent sur 5, ça se mettait beaucoup de pression. Mais quand on va sur les autres sources de pression, c'était 2, 3, 4 Donc, je n'arrivais pas à faire un indicateur très solide au niveau du score moyen. Fait que dans le fond, ce qu'on s'est dit, du moment où ils ont dit ressentir beaucoup de pression d'une des sources, c'était ceux qui étaient les plus susceptibles de ressentir la pression sociale. Puis, on a quand même près de la moitié des parents qui ont dit aucune aux 5 sources. Donc, ça, c'est quand même intéressant, mais assez surprenant puisque on entend tout le monde pense que les parents ressentent beaucoup de pression, mais en tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on a constaté dans l'enquête. La partie services offerts aux parents, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la fréquentation des lieux publics. On avait 4 types de lieux publics mesurés dans l'enquête, donc les parcs. On a 62 des parents qui ont fréquenté souvent les parcs avec leurs enfants de 0 à 5 ans. 27 ont fréquenté souvent un aréna ou un terrain de sport au cours des 12 derniers mois avec leurs enfants de 0 à 5 ans. Les piscines et pataugeoires, jeux d'eau, c'est 39 et les bibliothèques, un parent sur 5 environ au cours des 12 derniers mois avec leurs enfants de 0 à 5 ans. On a fait un indicateur. Donc, fréquentation rare ou peu diversifiée, un parent sur 5. Fréquentation régulière et diversifiée, 37 des parents. On avait ensuite de ça, c'est simplement un oui-non, là, ça aurait été bien une fréquence, mais on a demandé aux parents, au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé les services suivants? Donc, on est allé fouiller un peu dans ce qu'offraient les maisons des familles, les groupes communautaires, les CLSC. C'est quoi les grands types de services qui sont offerts aux parents de jeunes enfants? Donc, sans très grande surprise, les activités sportives, cours de natation, gymnastique, ballet, hockey, etc., c'est quand même près d'un parent sur 2 parents sur 3 là, qui disent avoir fait des cours de sport pour leurs enfants de 0 à 5 ans. Des fêtes communautaires, près de la moitié. Des activités par enfants et les autres activités, des activités de socialisation, préparation à l'école, des activités artistiques. Un parent sur 4. Joujou-tech ou comptoirs familiaux, là où on peut acheter des vêtements pas trop chers, des jouets pas trop chers, etc. Joujou-tech, ben, c'est des prêts. Donc, un parent sur 5 environ. Halte garderie, halte ripi, on parle de petites périodes, là, 2 avant-midi par semaine, par exemple, donc ce n'est pas une garderie. 16 Atelier, cours, conférences pour parents, 15 Des consultations individuelles, familiales, conjugales, un parent sur 10 et des cuisines collectives, seulement 4 Donc, on a fait 2 indicateurs avec ça. On a pris les activités qui sont plus développement de l'enfant et c'est 50 des parents qui ont utilisé au moins 2 types d'activités liées au développement de l'enfant. Quand on va au niveau des services qu'on a qualifiés de plus du soutien à la parentalité, donc les cours, les conférences, les cuisines collectives, les joujoutech. Là, ici, on voyait là, quand même des proportions relativement inversées. Donc, seulement 15 en ont utilisé 2 ou plus.
J'ai pas présenté les données, là, mais dans le rapport, on le voit bien, là, c'est intéressant, c'est assez catégorisé. Donc, les personnes à faible revenu, qui perçoivent le revenu insuffisant, les personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada vont se situer ici, et les parents qui ont plus de sous, qui sont plus scolarisés, bon, vont se situer là. Puis on peut penser, entre autres, c'est une question de sous, là, donc quand tu as moins de sous, tu vas aller chercher plus des services de soutien à la parentalité. Quand tu es une personne immigrante, ben, tu as moins de soutien de l'entourage, donc tu vas peut-être être plus susceptible d'aller chercher des services de soutien à la parentalité. Et de l'autre côté, bon, on a les activités sportives. Ben, pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est pas donné. Hein, un cours de hockey, là, c'est pas tout le monde qui peut se le payer. Bon, le cours de natation, mais même à ça, c'est vraiment pas tous les parents qui peuvent se permettre un 500-600 pièces d'activités sportives, surtout quand on a 2-3. Donc, on peut penser qu'au niveau des coûts, mais c'est intéressant pour les partenaires parce que, dans le fond, est-ce que parce que tu es pauvre, tu fais pas de sport? Tu sais, c'est un peu ça qui est à questionner. Là. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là d'avoir regroupé les deux indicateurs comme ça, bien que ça soit tout à fait imparfait de la façon de diviser le tout, mais quand même, ça nous donne une petite idée, là, surtout quand on croise avec certains indicateurs sociodémographiques. Ensuite de ça, on avait des obstacles. On en avait 14 en tout. On a le nombre d'obstacles total. Là, je vous présente, on a divisé en deux. Donc, les obstacles sont plus liés au service. Donc, le coût des activités, les horaires, les problèmes de transport, etc. Donc, quand même, un parent sur 4 environ qui vont mentionner 4 obstacles ou plus sur 7. C'est quand même pas rien. Et au niveau des obstacles d'ordre personnel, donc manque de motivation, manque de temps, la fatigue, le manque d'intérêt, j'ai de la difficulté quand on a 2-3 enfants, là, c'est les amener un et l'autre partout. Donc, des obstacles qui relèvent plus de la famille, personnel. Donc, encore là, près d'un parent sur 4 qui mentionne 4 obstacles ou plus sur 7. Je fais un petit... dans la conclusion du rapport, c'est tiré de ça, mais il est en plusieurs tableaux. Je voulais vous faire ressortir, parce que dans le fond, je vous ai présenté les chiffres un peu, tu sais, juste les chiffres sur les indicateurs ordinaires. Je vais parler de quelques comparaisons. Mais à la fin, dans le fond, j'ai pris homme versus femme, nés à l'extérieur du Canada versus nés au Canada, les personnes qui ne sont pas scolarisées versus les autres. Là, je ne l'ai pas mis, mais on a la mesure de faible revenu et la perception de la situation économique. Et j'avais aussi la perception de l'état de santé. Je ne l'ai pas mis ici, mais la perception de l'état de santé, ce qui est intéressant, je pense que c'est l'indicateur où j'ai des différences significatives partout. Donc, les parents qui se perçoivent en moyenne ou mauvaise santé par rapport aux autres, là, se démarquent pratiquement sur tous les indicateurs. Je ne suis pas sûre que c'est sur aucun indicateur qu'il y a zéro différence. Et souvent, on a des gradients. Donc, plus tu te perçois en bonne santé, moins tu cries après tes enfants, plus tu lis, moins tu es stressé, plus tu as un soutien de conjoint, etc. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais je vous le mentionne, c'est l'indicateur qui a le plus de différences significatives. L'autre indicateur, c'est la perception de la situation économique, donc les parents qui perçoivent le revenu comme insuffisant. Donc, ça aussi, donc nos deux questions de perception, là, il va y avoir beaucoup de différences. Quand on regarde les pratiques parentales, donc, ce qu'on voit, c'est que les hommes lisent un peu moins que les femmes, mais écrivent moins que les femmes. Donc, là, ce qu'on a avancé comme hypothèse, c'est que comme les femmes, encore une fois, s'occupent un peu plus des enfants, donc peut-être plus tendance à lire, mais aussi à crier, puisqu'elles passent plus de temps avec les enfants. Donc, malgré qu'il y a quand même un retour, là, on sent qu'il y a un équilibre qui commence à se créer, bien, il y a encore des petits écarts qui se créent à ce niveau-là. Au niveau du lieu de naissance, il y a une différence au niveau du fait de crier quotidiennement. Donc, les parents qui sont nés à l'extérieur du Canada ont moins tendance à crier quotidiennement que les parents nés au Canada. Au niveau de la scolarité, donc, les parents qui n'ont aucun diplôme, sans très grande surprise, lisent moins que les autres parents. Donc, ça, c'est une donnée qu'on connaissait, mais bon, qu'on a ici. Et même chose pour les parents qui perçoivent le revenu suffisant, lisent moins que ceux dont les revenus sont suffisants pour répondre aux besoins de base de leur famille. Au niveau de l'expérience parentale, comme je vous disais, au niveau de la perception des revenus, la perception de la situation économique, vous voyez des plus ici. Donc, ces parents-là, ils se sentent moins efficaces, moins satisfaits, ils sont plus stressés puis s'imposent plus de pression. Quand on regarde la mesure de faible revenu, à part un que je voudrais que j'aille revérifier, c'était des moins. Donc, les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu, ils se sentaient moins stressés, s'imposaient moins de pression,
puis ils se sentaient moins efficaces, plus efficaces. On avait vraiment le contraire. Les parents, les hommes vont se sentir moins efficaces, mais plus satisfaits, moins stressés, puis s'imposent moins de pression. Donc, ça, c'est la différence homme-femme. Au niveau du besoin d'information, encore là, si vous voyez les plus dans la dernière colonne, donc les parents qui perçoivent leur revenu comme insuffisant, ils ont un besoin en information plus élevé. Ils ont plus de besoins non comblés aussi. Même chose du côté des parents qui sont nés à l'extérieur du Canada. Donc, leur besoin d'information est plus élevé. Puis en plus, ben, ils ne savent pas où aller trouver l'information quand ils en ont besoin. Réseau social, donc un peu lié à ce qu'on vient de dire, les parents dont le revenu est insuffisant, moins de sources sur lesquelles ils peuvent souvent compter, puis ils ressentent plus de pression sociale. Les parents nés à l'extérieur du Canada, ils ont moins de sources, mais par contre, ils ont moins de pression sociale, ce qui est peut-être relié aussi. En ce qui concerne les services, les parents qui ont une fréquentation rare des lieux publics, donc la proportion est plus élevée chez les parents qui n'ont aucun diplôme, qui perçoivent le revenu insuffisant. Les parents qui ne connaissent pas bien les services près de chez eux, c'est quand même une donnée intéressante. Donc, quand tu ne connais pas les services, c'est plus difficile d'aller les utiliser. On a posé une question, on leur demandait s'ils connaissaient bien un peu ou pas du tout. Et donc, les parents qui sont nés à l'extérieur du Canada, ceux qui n'ont pas de diplôme et ceux qui perçoivent le revenu suffisant sont plus nombreux, évidemment, à pas connaître les services. Donc là, c'est intéressant pour Avenir d'enfants et les partenaires dans les régions. Bon, il faut qu'ils aillent les chercher, ces gens-là, parce que souvent, c'est eux qui ont plus de besoins, puis c'est eux qui connaissent moins les services. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux indicateurs, là, les activités liées au développement de l'enfant. Donc, ceux qui ont participé à aucun type d'activité liée au développement de l'enfant, personne né à l'extérieur du Canada, personnes qui n'ont pas de diplôme, personnes qui ont des revenus insuffisants. Encore là, peut-être au niveau des activités sportives, il y a quelque chose qui se passe là. Ceux qui ont recours à aucun type d'activité de soutien à la parentalité, là, c'est le contraire. Donc, c'est les parents qui sont nés au Canada, qui n'ont pas eu recours à des services de soutien à la parentalité et ceux qui perçoivent le revenu comme suffisant. Au niveau des obstacles, bien, ce qu'on voit, entre autres, c'est que les parents qui ont des revenus insuffisants, bien, sont plus nombreux à mentionner tant des obstacles personnels que tant des obstacles liés au service. Donc ça, c'est un très, très condensé de la conclusion qui a 15 pages, mais dans le fond, ce que je fais, c'est que je parle homme-femme, j'ai le tableau, puis là, on parle des différences. Quand même, c'est une autre façon d'aborder les données qui sont abordées par thématique dans le rapport, puis en conclusion, je le mets plus par caractéristiques sociodémographiques. Dans le fond, ça dresse un bon portrait des principales différences qui ressortent. Donc, en conclusion, les données de l'enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans, bien, c'est une taille d'échantillon quand même vraiment élevée, donc près de 15 000 par an. On a des données représentatives pour les pères et les mères, ce qui est une première au Québec, comme je vous disais tout à l'heure. Des données représentatives pour les régions administratives et par niveau de défavorisation. On a comme vous avez vu, quand même une richesse de données sur différents aspects de la parentalité, bien qu'on ne couvre pas l'ensemble. Hein. Vous l'avez vu, le cadre conceptuel, il est très, très volumineux. On ne pouvait pas couvrir tout l'ensemble, mais quand même, on a pas mal de données. C'est quand même intéressant. En ce qui concerne les publications, si vous voulez en savoir plus, vous avez le rapport, la bête de 200 quelques pages, 250 pages. Donc, là-dedans, vous avez les données que je vous ai présentées, mais plus encore, je croise même les indicateurs de parentalité à la fin de chaque chapitre pour voir, vous souvenez au début de la petite tarte au milieu, là, donc la parentalité, quels sont les impacts, bien, on croise un peu ça à la fin de chaque chapitre. On a le recueil statistique qui est sur le site de l'ISQ qui représente à peu près 4 500 812 tableaux. Donc, vous avez absolument tout. Tout est croisé partout, par région administrative. Si vous voulez passer 8 ans de votre vie à regarder de la donnée, allez là, vous avez du stock en masse. Dernièrement, en novembre, j'ai publié les défis de la conciliation travail-famille chez les parents salariés. Il y a aussi la petite affiche dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, je travaille sur une publication des données que j'ai peu exploitées dans le rapport sur l'expérience des parents qui ont un enfant avec un problème de santé ou de développement. Donc, je vais essayer de voir est-ce que qui ont au moins un enfant, bien qu'on ne sait pas c'est lequel, est-ce qu'ils sont plus stressés, moins stressés, est-ce qu'ils vivent ceci, plus cela, est-ce qu'ils se démarquent des parents qui ont pas d'enfant avec un problème. Donc, c'est plus un portrait, là,
Mais c'est intéressant quand même là, sur voir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Il y a une autre publication qui va sortir, qu'il faut que je retravaille parce que ma collègue, elle s'en va en vacances. Puis là, le sujet, c'est sur l'utilisation des services des parents qui vivent dans un ménage à faible revenu. Je ne peux vous en dire plus. Je vais commencer à travailler dessus la semaine prochaine. Donc, c'est 2 publications qui s'en viennent. Il y a aussi le site d'avenir d'enfants que vous pouvez consulter. Il y a nos publications, il y a les publications de l'UQTR là, qui était le volet qualitatif que je vous parlais tout à l'heure. Le cadre conceptuel, une petite publication qu'ils ont fait, les résultats des groupes de discussion qu'ils ont fait vont se retrouver là. Et il y a aussi des publications d'Avenir d'enfants. Avenir d'enfants, euh, c'est un partenaire qui, c'est quand même très motivant pour moi en tant que chargé de projet, c'est qu'il utilise beaucoup les données, bien que des fois je les chicane parce qu'il oublie des petites précisions ou qu'il transforme un petit peu la chose, ce qui est même très, très intéressant parce que ils ont fait une trousse d'appropriation des résultats, donc avec des petites infographies qu'ils vont partager à leurs agents de milieu. Donc, partout au Québec, les agents de milieu qui travaillent auprès des enfants, des parents, etc., ben, peuvent. Bon, c'est bien un rapport, mais tu sais, des fois, c'est quand même c'est costaud à lire, il y a plusieurs notes. Nous, on fait ça cachère, là, fait que ça peut être plus difficile à comprendre. Fait qu'Avenir d'enfants fait des trousses d'appropriation, des petits résumés. Donc, eux, il y a tout ça aussi sur leur site. Il y a des webinaires, il y a des vidéos qui portent sur le développement de l'enfant. Dans le fond, c'est toute l'initiative Perspective Parents dont je vous parlais tantôt qui est sur le site Agirto. Donc, ça, c'est une possibilité aussi si vous êtes intéressé avec qu'est-ce qui se fait avec les données de l'enquête. Pour vous aider, la description des indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus en détail va être dans le rapport, dans des encadrés, dans les chapitres qui concernent l'indicateur en question. Il y a aussi sur le site où est-ce qu'il y a le recueil, j'ai fait un petit glossaire qui explique très brièvement l'indicateur, mais si vous voulez vraiment le détail, il va être dans le rapport. Il y a la documentation technique qui se trouve au cas de risque. Donc, ça, c'est tous des documents qui peuvent vous intéresser si vous utilisez les données. Donc, pour exploiter le fichier de données au cas de risque, si vous êtes familier avec ça, vous êtes familier, donc déposer une demande, ça prend un bref résumé du projet, votre plan d'analyse, vos coordonnées, celles des personnes qui vont travailler sur le projet, puis l'endroit où vous souhaitez exploiter les données, donc Montréal ou Québec. En gros, c'est cela.